Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir nous allons continuer la lecture donc du Lys dans la vallée d'Honoré de Balzac. Le Lys dans la vallée est l'histoire d'amour platonique intense entre Félix de Vandenesse, cadet d'une famille aristocratique, et la comtesse Madame de Mortsauf, la vertueuse épouse du comte de Mortsauf, un homme un petit peu sombre et violent. Ce roman est constitué donc de deux lettres. La première, la longue première, est celle de Félix de Vandenesse à la comtesse Nathalie de Verneville, où il lui explique un petit peu son histoire d'amour donc avec Madame de Mortsauf. L'autre de quelques pages constitue l'ironique réponse donc de la comtesse. Je vais vous lire deux petites citations de ce livre donc. Croyez-le, le véritable amour est éternel, infini, toujours semblable à lui-même. Il est égal et pur, sans démonstration violente. Il se voit en cheveux blancs, toujours jeune de cœur. Voilà. Deuxième petite citation. Se promener avec la femme qu'on aime, lui donner le bras, lui choisir son chemin. Ce sont des joies illimitées qui suffisent à une vie. Voilà, nous allons donc passer à la lecture. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux #VBN ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Nous allons passer à la lecture. Semblable à ces enfants gâtés qui exercent leur pouvoir sans se soucier des alarmes maternelles, il se laissait dorloter comme Jacques et Madeleine, dont il était jaloux. Enfin, à la longue, je découvris que dans les plus petites, comme dans les plus grandes circonstances, le comte agissait envers ses domestiques, ses enfants et sa femme, comme envers moi, au jeu de tric-trac. Le jour où j'embrassais dans leurs racines et dans leurs rameaux ces difficultés qui, semblables à des lianes, étouffaient, comprimaient les mouvements et la respiration de cette famille, émaillotaient de fils légers, mais multipliaient la marche du ménage et retardaient l'accroissement de la fortune en compliquant les actes les plus nécessaires, j'eus une admirative épouvante qui domina mon amour et le refoula de mon cœur. Qu'étais-je, mon Dieu? Les larmes que j'avais bues engendrèrent en moi comme une ivresse sublime, et je trouvais du bonheur à épouser les souffrances de cette femme. Je m'étais pliée naguère au despotisme du comte, comme un contrebandier paie ses amendes. Désormais, je m'offris volontairement au cou du despote, pour être au plus près d'Henriette. La comtesse me devina, me laissa prendre une place à ses côtés et me récompensa par la permission de partager ses douleurs, comme jadis l'apostat, repenti jaloux de voler au ciel de conserve avec ses frères, obtenait la grâce de mourir dans le cirque. Sans vous, j'allais succomber à cette vie, me dit Henriette un soir où le comte avait été. Comme les mouches par un jour de grande chaleur, plus piquant, plus acerbe, plus changeant qu'à l'ordinaire. Le comte s'était couché, nous restâmes, Henriette et moi, pendant une partie de la soirée, sous nos acacias. Les enfants jouaient autour de nous, baignés dans les rayons du couchant. Nos paroles rares et purement exclamatives nous révélaient la mutualité des pensées par lesquelles nous nous reposions de nos communes souffrances. Quand les mots manquaient, le silence servait fidèlement nos âmes qui, pour ainsi dire, entraient l'une chez l'autre sans obstacle, mais sans y être conviées par le baiser, savourant toutes deux les charmes d'une torpeur pensive. Elles s'engageaient dans les ondulations d'une même rêverie, se plongeaient ensemble dans la rivière, en sortaient rafraîchies comme deux nymphes, aussi parfaitement unies que la jalousie le peut désirer, mais sans aucun lien terrestre. Nous allions dans un gouffre sans fond, nous revenions à la surface, les mains vides, en nous demandant par un regard: aurons-nous un seul jour, à nous,
parmi tant de jours. Quand la volupté nous cueille de ses fleurs nées sans racines, pourquoi la chair murmure-t-elle? Malgré l'énervante poésie du soir qui donnait aux briques de la balustrade ces tons rangés, si calmants et si purs, malgré cette religieuse atmosphère qui nous communiquait en son adouci les cris des deux enfants et nous laissait tranquilles, le désir serpenta dans mes veines comme le signal d'un feu de joie. Après 3 mois, je commençais à ne plus me contenter de la part qui m'était faite et je caressais doucement la main d'Henriette en essayant de transborder ainsi les riches voluptés qui m'embrasaient. Henriette redevint Madame de Mortsauf et me retira sa main. Quelques pleurs roulèrent dans mes yeux, elle les vit et me jeta un regard tiède en portant sa main à ses lèvres. « Sachez donc bien, me dit-elle, que ceci me coûte des larmes. L'amitié qui veut une si grande faveur est bien dangereuse. » J'éclatai, je me répandis en reproches, je parlais de mes souffrances et du peu d'allègement que je demandais pour les supporter. J'osais lui dire qu'à mon âge, si l'essence était toute âme, l'âme aussi avait un sexe. Que je saurais mourir, mais non mourir les lèvres closes. Elle m'imposa silence en me lançant son regard fier, où je crus lire le « Et moi, suis-je sur des roses ?» du Cassique. Peut-être aussi me trompais-je depuis le jour où, devant la porte de Frapesle, je lui avais à tort prêté cette pensée qui faisait naître notre bonheur d'une tombe. J'avais honte de tacher son âme par des souhaits empreints de passion brutale. Elle prit la parole et d'une lèvre emmiellée me dit qu'elle ne pouvait pas être tout pour moi, que je devais le savoir. Je compris au moment où elle disait ces paroles que si je lui obéissais, je creuserais des abîmes entre nous deux. Je baissai la tête. Elle continua, disant qu'elle avait la certitude religieuse de pouvoir aimer un frère sans offenser ni Dieu ni les hommes, qu'il y avait quelque douceur à faire de ce culte une image réelle de l'amour divin, qui, selon son bon Saint-Martin, est la vie du monde. Si je ne pouvait pas être pour elle quelque chose comme son vieux confesseur, moins qu'un amant, mais plus qu'un frère, il fallait ne plus nous voir. Elle saurait mourir en portant à Dieu ce surcroît de souffrances vives, supportées non sans larmes ni déchirements. « J'ai donné, dit-elle, en finissant, plus que je ne devais pour n'avoir plus rien à laisser prendre. Et j'en suis déjà punie. Il fallut la calmer, promettre de ne jamais lui causer une peine et de l'aimer à 20 ans, comme les vieillards aiment leur dernier enfant. Le lendemain, je vins de bonne heure. Elle n'avait plus de fleurs pour les vases de son salon gris. Je m'élançai dans les champs, dans les vignes, et j'y cherchais des fleurs pour lui composer de bouquets. Mais tout en les cueillant une à une, les coupant au pied, les admirant, je pensais que les couleurs et les feuillages avaient une harmonie et une poésie qui se faisaient jour dans l'entendement en charmant le regard. Comme les phrases musicales réveillent 1000 souvenirs au fond des cœurs aimants et aimés. Si la couleur et la lumière organisée ne doit-elle pas avoir un sens comme les combinaisons de l'air ont le leur? Aidés par Jacques et Madeleine, heureux tous trois de conspirer une surprise pour notre chérie, j'entrepris sur les dernières marches du perron où nous établîmes le quartier général de nos fleurs, 2 bouquets par lesquels j'essayais de peindre un sentiment. Figurez-vous une source de fleurs sortant des 2 vases par un bouillonnement, retombant en vagues frangées, et du sein de laquelle s'élançaient mes vœux en rose blanche, en lys, à la coupe d'argent. Sur cette fraîche étoffe brillaient les bluets, les myosotis, les vipérines, toutes les fleurs bleues dont les nuances prises dans le ciel se marient si bien avec le blanc. N'est-ce pas 2 innocences? Celle qui ne sait rien et celle qui sait tout. Une pensée de l'enfant, une pensée du martyr. L'amour a son blason. Et la comtesse le déchiffra secrètement. Elle me jeta l'un de ces regards incisifs qui ressemble au cri d'un malade touché dans sa plaie. Elle était à la fois honteuse et ravie.
Quelle récompense! Quelle récompense dans ce regard! La rendre heureuse, lui rafraîchir le cœur, quel encouragement! J'inventai donc la théorie du père Castel au profit de l'amour et retrouvai pour elle une science perdue en Europe où les fleurs de l'écritoire remplacent les pages écrites en Orient avec des couleurs embaumées. Quel charme que de faire exprimer ces sensations par ces filles du soleil, les sœurs des fleurs écloses sous les rayons de l'amour. Je m'entendis bientôt avec les productions de la flore champêtre, comme un homme que j'ai rencontré plus tard à Grandlieu s'entendait avec les abeilles. 2 fois par semaine, pendant le reste de mon séjour à Frappest, je recommençai le long travail de cette œuvre poétique, à l'accomplissement de laquelle étaient nécessaires toutes les variétés des graminées, desquelles je fis une étude approfondie, moins en botanique qu'en poète, étudiant plus leurs esprits que leurs formes. Pour trouver une fleur là où elle venait, j'allais souvent à d'énormes distances, au bord des eaux, dans les vallons, au sommet des rochers, en pleine lande, butinant des pensées au sein des bois et des bruyères. Dans ces courses, je m'initiais moi-même à des plaisirs inconnus, au savant qui vit dans la méditation, à l'agriculture occupé de spécialités, à l'artisan cloué dans les villes, aux commerçants attachés à son comptoir, méconnus de quelques forestiers, de quelques bûcherons, de quelques rêveurs. Il est dans la nature des effets dont les signifiances sont sans bornes et qui s'élèvent à la hauteur des plus grandes conceptions morales, soit une bruyère fleurie, couverte des diamants de la rosée qui la trempe, et dans laquelle se joue le soleil immensité, paré pour un seul regard qui s'y jette à propos. Soit un coin de forêt environné de roches ruineuses, coupé de sable, vêtu de mousse, garni de genévriers, qui vous saisit par je ne sais quoi de sauvage, de heurté, d'effrayant et d'où sort le cri de l'orfraie. Soit une lande chaude, sans végétation, pierreuse et à pans raides, dont les horizons tiennent de ceux du désert et où je rencontrai une fleur sublime et solitaire, une pulsatille au pavillon de soie violette étalée pour ses étamines d'or, image attendrissante de ma blanche idole, seule dans sa vallée. Soit de grandes mares d'eau sur lesquelles la nature jette aussitôt des taches vertes, espèce de transition entre la plante et l'animal, où la vie arrive en quelques jours, des plantes et des insectes flottant là, comme un monde dans les terres. Soit encore une chaumière avec son jardin plein de choux, sa vigne, ses paliers suspendus au-dessus d'une fondrière encadrée par quelques maigres champs de seigle, figure de tant d'humble existence. Soit une longue allée de forêt, semblable à quelques nefs de cathédrales, où les arbres sont des piliers, où leurs branches forment des arceaux de la voûte, au bout de laquelle une clairière lointaine, au jour mélangée, sombre ou nuancée par les teintes rouges du couchant point, à travers les feuilles et montre comme les vitraux coloriés d'un cœur plein d'oiseaux qui chantent. Puis au sortir de ces bois frais et touffus, une jachère crayeuse, où sur des mousses ardentes et sonores, des couleuvres repues rentrent chez elles en levant leur tête élégante et fine. Jetées sur ces tableaux, tantôt des torrents de soleil ruisselants comme des ondes nourrissantes, tantôt des amas de nuées grises alignés comme des rides au front d'un vieillard, tantôt les tons froids d'un ciel faiblement orangé sillonné de bandes d'un bleu pâle. Puis écoutez, vous entendrez d'indéfinissables harmonies au milieu d'un silence qui confond. Pendant les mois de septembre et d'octobre, je n'ai jamais construit un seul bouquet qui m'ait coûté moins de 3 heures de recherche, tant j'admirais avec le suave abandon des poètes ces fugitives allégories, où pour moi se peignaient les phases les plus contrastantes de la vie humaine, majestueux spectacle où va maintenant fouiller ma mémoire. Souvent aujourd'hui, je marie à ces grandes scènes le souvenir de l'âme alors épandue sur la nature. J'y promène encore la souveraine dont la robe blanche ondoyait dans les taillis, flottait sur les pelouses et dont la pensée s'élevait comme un fruit promis de chaque calice
plein d'états mine amoureuse. Aucune déclaration, nulle preuve de passion insensée, nulle de contagion plus violente que ces symphonies de fleurs où mon désir trompé me faisait déployer les efforts que Beethoven exprimait avec ses notes. Retour profond sur lui-même, élan prodigieux vers le ciel. Madame de Morcerf n'était plus qu'Henriette à leur aspect. Elle y revenait sans cesse, elle s'en nourrissait. Elle y reprenait toutes les pensées que j'y avais mises. Quand pour les recevoir, elle relevait la tête de dessus son métier à tapisserie en disant « Mon Dieu, que cela est beau !» Vous comprendrez cette délicieuse correspondance par le détail d'un bouquet, comme d'après un fragment de poésie vous comprendriez Sadi. Avez-vous senti dans les prairies au mois de mai ce parfum qui communique à tous les êtres l'ivresse de la fécondation, qui fait qu'en bateau vous trempez vos mains dans l'onde, que vous livrez au vent votre chevelure et que vos pensées reverdissent comme les touffes forestières? Une petite herbe, la flouve odorante, est un des plus puissants principes de cette harmonie voilée. Aussi personne ne peut-il la garder impunément près de soi. Mettez dans un bouquet ces lames luisantes et rayez comme une robe à filets blancs et verts d'inépuisables exhalations remueront au fond de votre cœur les roses en bouton que la pudeur y écrase. Autour du col évasé de la porcelaine, supposez une forte marge uniquement composée d'étouffes blanches particulières au sédum des vignes en Touraine. Vague image des formes souhaitées, roulées comme celle d'une esclave soumise, de cette assise sorte les spirales des liserons à cloches blanches, les brindilles de la bugrane rose, mêlées de quelques fougères, de quelques jeunes pousses de chêne aux feuilles magnifiquement colorées et illustrées. Toutes s'avancent prosternées, humbles comme des saules pleureurs, timides et suppliantes comme des prières. Au-dessus, voyez les fibrilles déliées fleuries sans cesse agitées de l'amourette purpurine qui verse à flots ses anthères presque jaunes. Les pyramides neigeuses du pâturin des champs et des eaux, la verte chevelure des bromes stériles, les panaches effilés de ces agrostis, nommés les épis du vent, violâtre espérance dont se couronnent les premiers rêves et qui se détachent sur le fond gris de lin où la lumière rayonne autour de ces herbes en fleurs, mais déjà plus haut quelques roses du Bengale, clairsemées parmi les folles dentelles du docu, des plumes, les plumes de la linaigrette, les marabouts de la reine des prés, les ombuleuses, les ombellules du cerfeuil sauvage, les blonds cheveux de la clématite en fruits, les mignons sautoirs de la croisette au blanc de lait, les corymbes des millefeuilles, les tiges diffuses de la fumetaire aux fleurs roses et noires, les vrilles de la vigne, les brins tortueux des chèvrefeuilles, enfin tout ce que ces naïves créatures ont de plus échevelé, de plus déchiré, des flammes et de triples dards, des feuilles lancées au lait, déchiquetées, des tiges tourmentées comme les désirs entortillés au fond de l'âme. Du sein de ce prolixe torrent d'amour qui déborde, s'élance un magnifique double pavot rouge accompagné de ses glands prêts à s'ouvrir, déployant les flamèches de son incendie au-dessus des jasmins étoilés dominant la pluie incessante du pollen, beau nuage qui papillote dans l'air en reflétant le jour dans ses 1000 parcelles luisantes. Femme enivrée, quelle femme enivrée par la senteur d'Aphrodise cachée dans la flouve ne comprendra ce luxe d'idées soumises, cette blanche tendresse troublée par les mouvements indomptés, et ce rouge désir de l'amour qui demande un bonheur refusé dans les luttes sans foi recommencées de la passion contenue, infatigable, éternelle. Mettez ce discours dans la lumière d'une croisée afin d'en montrer les frais détails, les délicates oppositions, les arabesques, afin que la souveraine émue y voit une fleur plus épanouie et d'où tombe une larme,
Elle sera bien près de s'abandonner. Il faudra qu'un ange ou la voix de son enfant la retienne au bord de l'abîme. Que donne-t-on à Dieu? Des parfums, de la lumière, des chants, des expressions les plus épurées que notre nature? Eh bien, tout ce qu'on offre à Dieu, n'était-il pas offert à l'amour dans ce poème de fleurs lumineuses qui bourdonnait incessamment ses mélodies au cœur, en y caressant des voluptés cachées, des espérances inavouées? Des illusions qui s'enflamment et s'éteignent comme des fils de la Vierge par une nuit chaude. Comme des fils de la Vierge, excusez-moi. Ces plaisirs neutres nous furent d'un grand secours pour tromper la nature irritée par les longues contemplations de la personne aimée, par ces regards qui jouissent en rayonnant jusqu'au fond des formes pénétrées. Ce fut pour moi, je n'ose dire pour elle, comme ces fissures par lesquelles jaillissent les eaux contenues dans un barrage invincible et qui souvent empêchent un malheur en faisant une part à la nécessité. L'abstinence a des épuisements mortels que préviennent quelques miettes tombées une à une de ce ciel qui, de Dan à Sahara, donne la manne aux voyageurs. Cependant, à l'aspect de ces bouquets, j'ai souvent surpris Henriette, les bras pendants, abîmés en ces rêveries orageuses, pendant lesquelles les pensées gonflent le sein, animent le front. Viennent par vagues, jaillissent écumeuses, menacent et laissent une lassitude énervante. Jamais, depuis, je n'ai fait de bouquet pour personne. Quand nous eûmes créé cette langue à notre usage, nous éprouvâmes un contentement semblable à celui de l'esclave qui trompe son maître. Pendant le reste de ce mois, quand j'accourais par les jardins, je voyais parfois sa figure collée aux vitres. Et quand j'entrais au salon, je la trouvais à son métier. Si je n'arrivais pas à l'heure convenue, sans que jamais nous l'eussions indiqué, parfois sa forme blanche errait sur la terrasse. Et quand je l'y surprenais, elle me disait « Je suis venue au-devant de vous. Ne faut-il pas avoir un peu de coquetterie pour le dernier enfant ?» Les cruelles parties de tric-trac avaient été interrompues entre le comte et moi. Ces dernières acquisitions l'obligeaient à une foule de courses, de reconnaissances, de vérifications, de bornages et d'arpentages. Il était occupé d'ordres à donner de travaux champêtres qui voulaient l'œil du maître et qui se décidaient entre sa femme et lui. Nous allâmes souvent, la comtesse et moi, le retrouver dans les nouveaux domaines avec ses deux enfants qui, durant le chemin, couraient après des insectes, des cerfs-volants, des couturières et faisaient aussi leur bouquet ou, pour être exact, leurs bottes de fleurs se promenaient avec la femme qu'on aime lui donner le bras, lui choisir son chemin. Ces joies illimitées suffisaient à une vie. Le discours est alors si confiant. Nous allions seuls, nous revenions avec le général. Surnom de raillerie, douce que nous donnions au comte quand il était de bonne humeur. Ces deux manières de faire la route nuançaient notre plaisir par des oppositions dont le secret n'est connu que des cœurs gênés dans leur union. Au retour, les mêmes félicités, un regard, un serrement de main, étaient entremêlés d'inquiétude. La parole si libre pendant l'allée avait eu retour de mystérieuses significations. Quand l'un de nous trouvait, après quelques intervalles, une réponse à des interrogations insidieuses, ou qu'une discussion commençait se continuait sous ces formes énigmatiques auxquelles se prête si bien notre langue et que créent si ingénieusement les femmes. Qui n'a goûté le plaisir de s'entendre ainsi, comme dans une sphère inconnue, où les esprits se séparent de la foule et s'unissent en trompant les lois vulgaires? Un jour, j'eus un fol espoir, promptement dissipé, quant à une demande du comte qui voulait savoir de quoi nous parlions. Henriette répondit par une phrase à double sens dont il se paya. Cette innocente raillerie amusa Madeleine et fit après coup rougir sa mère, qui m'apprit par un regard sévère qu'elle pouvait me retirer son âme, comme elle m'avait naguère retiré sa main, voulant demeurer une irréprochable épouse. Mais cette union, purement spirituelle, a tant d'attrait que le lendemain, nous recommençâmes. Voilà, c'est ainsi que se finit cette partie de ce fabuleux livre, Le Lys dans la vallée d'Honoré de Balzac, un auteur bien connu. Je vais vous lire deux petites citations avant de vous quitter. Je compris qu'il existait je ne sais quoi d'inconnu pour moi dans le monde, une force plus belle même que la pensée. C'étaient toutes les pensées, toutes les forces dans une émotion partagée. Deuxième citation. Acceptez le moins que vous pourrez
des autres. Ne soyez le vassal d'aucune âme. Ne relevez que de vous-même. Voilà, je vous quitte avec ces citations. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à tout bientôt pour la suite de cette lecture.